Au milieu du XIXe siècle, au moment où la révolution industrielle bat son plein en France et que les techniques de construction se modernisent, on bâtit abondamment en imitant l'architecture du Moyen Âge. Il y a certes d'abord les chantiers de restauration, qui visent à remettre en état les édifices du passé ayant subi les outrages du temps. Mais il y a aussi un grand nombre de créations originales. On voit ainsi sortir de terre un peu partout des églises et des châteaux, inspirés de l'architecture du XIIIe siècle. Je vous parle aujourd'hui d'un style fascinant, qui fait revivre le Moyen-Âge en le réinventant, le néo-gothique. Il faut tout d'abord savoir que l'architecture gothique est largement méprisée au XVIIIe siècle. Sous l'influence de la philosophie des Lumières, le Moyen-Âge est perçu comme une époque irrationnelle et obscurantiste. La démarche des Lumières trouve alors son corollaire dans l'architecture néoclassique, basée sur l'équilibre et la proportion. On oublie souvent que l'Église elle-même, en tant qu'institution, a largement détruit ses édifices, supprimant de nombreux décors gothiques et faisant massivement disparaître les jubés. Ce phénomène de désaffection pour l'architecture gothique trouve son aboutissement pendant la Révolution de 1789 et les décennies qui la suivent. Il y a tout d'abord le vandalisme révolutionnaire spontané, avec la mise à sac des églises qui a lieu un peu partout en France. Mais il y a aussi les conséquences de la nationalisation des biens du clergé. À cette occasion, de nombreuses églises et abbayes sont mises en vente et rachetées par des spéculateurs qui les détruisent et les revendent au prix de la pierre. Presque tous les édifices religieux du pays sont vandalisés, mais beaucoup d'autres sont totalement détruits ou très profondément mutilés. Des milliers de bâtiments médiévaux d'importance architecturale majeure disparaissent ainsi par l'action des démolisseurs. Même Notre-Dame de Paris manque d'être détruite. Elle est finalement épargnée, notamment pour des raisons pratiques, l'évacuation d'un volume de pierre énorme étant difficile dans le centre de la capitale. C'est la création de la Commission des monuments historiques dans les années 1830, dont Prosper Mérimée est l'inspecteur général, qui va être déterminante. Elle fait en effet apparaître la notion de patrimoine architectural. C'est à partir de cette période qu'on voit réapparaître un goût pour l'architecture du Moyen-Âge. La Commission des monuments historiques a pour but d'identifier et de préserver les édifices jugés dignes d'intérêt. Elle fait appel à des architectes restaurateurs, comme le très célèbre Eugène Viollet-le-Duc, Félix Duban ou encore Jean-Baptiste Lassus. C'est ainsi que sont lancés de grands chantiers qui permettent de redécouvrir l'architecture gothique. C'est en 1836 que débute la restauration de la Sainte-Chapelle sous la direction de Duban. Notre-Dame de Paris, qui retrouve une popularité certaine grâce au roman de Victor Hugo publié en 1831, fait peau neuve entre les années 1840 et 1860. Mais il y a aussi des restaurations de châteaux, nombreuses à l'époque. Duban restaure Blois, quand Viollet-le-Duc s'attelle à des projets de très grande envergure, comme les remparts de Carcassonne ou encore la forteresse de Pierrefonds. Ces travaux, très caractéristiques d'une époque, interrogent notre approche de la restauration d'édifices historiques, car les architectes dont nous parlons ici ne se contentent pas de préserver les monuments, ils les réinventent. Un homme comme Viollet-le-Duc reconstruit les édifices gothiques non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils auraient dû être, selon ses propres critères. Il n'hésite pas à rajouter des éléments non existants, dans des réinterprétations souvent très libres. Ainsi, le visiteur qui se rend aujourd'hui à Pierrefonds ne visite pas une forteresse du Moyen-Âge, mais ce que le XIXe siècle imagine d'une forteresse du Moyen-Âge. Certains, comme Paul Abadie, n'hésitent pas à transformer purement et simplement les édifices. Par exemple, ils suppriment complètement la toiture de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, en la remplaçant par une série de dômes surmontés de lanternons de son invention. La critique a souvent porté un regard très sévère sur ces pratiques de restauration, les qualifiant volontiers de vandalisme. Mais on peut aussi y voir des créations originales du XIXe siècle. C'est justement de ces tentatives polémiques que vient le style néo-gothique. L'architecture de restauration conduit en effet à des interrogations sur le Moyen-Âge, et à une réappropriation pleine d'imagination. Rapidement, on ne se contente plus de restaurer les édifices du passé, on en construit. L'un des chantiers les plus spectaculaires est celui de la basilique Sainte-Clotilde de Paris, bâtie par François-Christian Gaud à partir de 1846. De nombreuses églises néo-gothiques sont ainsi construites en France au XIXe siècle, dans les grandes villes comme dans les villages. On retient principalement le gothique pour les églises, car le Moyen-Âge évoque une période de grande ferveur religieuse. En effet, dans la pensée des architectes historicistes du XIXe siècle, l'esthétique d'un monument correspond souvent à sa fonction. Dans la même logique, on emploie systématiquement pour les palais de justice le style néoclassique, dans la mesure où il évoque l'équilibre, la juste mesure et la raison. Mais le néo-gothique ne se limite pas aux églises. On voit aussi sortir de terre de nombreux châteaux d'inspiration médiévale.
Le 19e siècle est en effet celui de la révolution industrielle, et de nombreuses fortunes se font à l'époque. Les bourgeois ayant obtenu de grands succès grâce au commerce se font souvent construire des châteaux pour asseoir leur réussite. Le gothique, qui évoque indirectement la chevalerie et un rattachement à la noblesse, est volontiers employé dans des projets particuliers grandioses. Le mouvement s'inclut également dans les dynamiques du romantisme, entre autres stimulé par les premières campagnes de fouilles réalisées à Pompéi en 1748. Ce monde figé, qui ressurgit de sous les cendres du Vésuve, génère en Europe une fascination pour l'histoire. C'est à ce moment qu'apparaît l'archéologie. On s'intéresse alors beaucoup aux ruines, d'abord à celles de l'Antiquité durant la deuxième partie du XVIIIe siècle, puis à celles des autres époques, principalement au début du XIXe. Cette passion pour l'histoire touche largement le Moyen Âge. Après la Révolution et l'aventure impériale qui s'achève en 1815, on voit apparaître le mal du siècle, ce sentiment de désillusion face à un nouveau monde qui apparaît comme désenchanté et où tout va trop vite. La fascination pour le passé, et en particulier pour la période gothique, exprime la nostalgie pour une époque de grandeur et d'idéalisme perdu. Restaurer les édifices du Moyen-Âge, ou en construire de nouveaux, permet de se réapproprier ce passé, tout en le fantasmant. Il ne faut pas oublier que le style néogothique est un élément constitutif de ce que l'on a appelé le roman national, c'est-à-dire la réinvention de l'histoire de France dans un contexte où se développe l'idée nationaliste. Héritier de l'idéologie révolutionnaire, Jules Michelet a écrit par exemple son Histoire de France avec la volonté de créer une mythologie commune, et ainsi de rassembler le pays autour d'un récit fondateur. L'architecture historiciste est le visage de cette nouvelle histoire de France. Elle exprime physiquement cette réappropriation idéologique du passé. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, la restauration du patrimoine architectural se positionne plus dans une démarche de réinvention que d'exactitude scientifique. L'émulation autour du patrimoine architectural et les grands chantiers de restauration prennent leur place dans une démarche politique de grande envergure, très caractéristique du XIXe siècle. Dans plusieurs pays d'Europe, le gothique est en effet présenté comme le style national. En France, il s'agit de sauver un patrimoine largement mis à mal par une histoire mouvementée. En Angleterre, le néogothique permet surtout d'affirmer une identité religieuse en retrouvant les racines médiévales du pays. En Allemagne, il aide à créer autour de l'architecture un sentiment national, avant puis après l'unification de 1871. Mais le XIXe siècle ne s'est pas exclusivement appliqué à faire revivre le Moyen-Âge. Il a proposé des architectures ressuscitant les esthétiques romanes, byzantines, classiques ou encore Renaissance. Il s'agit bien souvent de faire correspondre le style du bâtiment avec sa fonction. Par exemple, le style néo-Renaissance est souvent employé dans les édifices d'État, comme les mairies ou les hôtels de préfecture. La période Renaissance convoque en effet un univers humaniste et une ouverture d'esprit, ce qui correspond à l'image que le pouvoir en place souhaite donner de lui-même. Mais ça, c'est encore une autre histoire.